Une petite grand-mère m'a dit « Ma chérie, ne t'inquiète pas, j'habite ici depuis 34 ans, je n'ai jamais vu d'inondation. » Isidore, Ivan, Cindy, les ouragans vont et viennent à la Nouvelle-Orléans. Quand l'ouragan Betsy est passé, j'avais 13 ans. Et ça va vous sembler incroyable, mais on a organisé une fête en son honneur. Quand j'étais gosse, je sortais jouer sous la pluie et dans le vent. Les habitants de la Nouvelle-Orléans, y compris moi, ont une certaine suffisance. Ils ont tout vu, tout connu. Pourtant, un homme s'inquiète. Le professeur Ivor Van Heerden est un éminent spécialiste des ouragans en Louisiane. Il a calculé dans le moindre détail les dégâts que subirait la ville si un ouragan s'abattait sur elle. J'ai toujours pensé qu'un jour ou l'autre, un ouragan majeur frapperait la Nouvelle-Orléans et provoquerait des inondations très graves. J'imaginais que les digues seraient submergées, que la cuvette dans laquelle est implantée la ville se remplirait d'eau et que 300 000 personnes seraient prises au piège. La majeure partie de la Nouvelle-Orléans se situe à 1,80 m en dessous du niveau de la mer. Elle est entourée d'eau et le Mississippi la traverse en plein cœur. La ville est protégée des inondations par 560 km de digues. Celles-ci ont été conçues pour résister à une brusque montée des eaux provoquée par un ouragan de catégorie 3. Lorsque ces vents dépassent la vitesse de 185 km/h, Katrina se classe dans la catégorie 3 des ouragans. Elle devrait, selon les prévisions des météorologues, frapper de plein fouet la Nouvelle-Orléans. Le 27, nos calculs annonçaient que l'ouragan gagnait rapidement en intensité. Et nous savions qu'il traversait une zone du golfe du Mexique dont les eaux sont particulièrement chaudes, aussi bien en surface qu'en profondeur. Tous les ingrédients étaient donc réunis pour qu'il continue à grossir et devienne un ouragan de catégorie 5. L'ouragan poursuit sa trajectoire vers la Nouvelle-Orléans. Tous les habitants de la ville et de son agglomération doivent savoir que la situation est grave, qu'il ne s'agit pas d'un exercice. Durant toute la journée du samedi, Ray Nagin, le maire de la Nouvelle-Orléans, incite vivement ses administrés à quitter la ville sans pourtant émettre un ordre d'évacuation obligatoire. Aucun plan ni aucun lieu de refuge n'ont été prévus pour ordonner et faire appliquer une évacuation d'urgence. Il faudra donc un certain temps pour l'organiser. Quand le samedi, Nagin a recommandé d'évacuer la ville, je pensais « Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie, imposez cette évacuation. Ne perdons pas de temps. » Le maire nous a demandé de nous prononcer sur l'évacuation obligatoire. Personnellement, j'ai voté pour. Le maire aussi. Ce sont les adjoints chargés de la justice et de la sécurité qui ont mis le holà et qui l'ont retardé. Le samedi après-midi, j'ai envoyé un email qui se concluait par « Évacuer, évacuer, évacuer ». Même une seule vie humaine, ça ne vaut pas le coup de la perdre dans une tempête. Cet ouragan sera catastrophique. Il sera meurtrier. Évacuer, évacuer, évacuer. Une grande partie des autorités nationales ou fédérales qui reçoivent l'email de Van Heerden ont participé un an plus tôt à un grand exercice préventif organisé par la FEMA, l'Agence fédérale de gestion des situations d'urgence. Van Heerden leur avait alors fourni des simulations informatiques des effets sur la Nouvelle-Orléans d'un ouragan imaginaire appelé Pam. Le scénario était celui de Pam, un ouragan de catégorie 3 qui frappait la Nouvelle-Orléans. Les digues cédaient, des centaines de milliers de personnes devaient quitter leurs maisons et les infrastructures étaient entièrement détruites. La leçon à tirer de Pam est qu'en cas de véritable ouragan, la priorité serait de faire évacuer la ville le plus massivement et le plus rapidement possible. Nous avons reçu le compte-rendu de l'exercice une soixantaine de jours avant l'arrivée de l'ouragan Katrina.
Robert et Edna McCovins ont déjà connu plusieurs ouragans. Ils décident d'attendre Katrina chez eux, dans le quartier du Lower Ninth Ward. On n'a jamais quitté la ville d'urgence, non. On n'a jamais eu à le faire. Ça m'est déjà passé par la tête, mais le temps d'y réfléchir, et l'ouragan avait changé de direction. Donc, cette fois aussi, je n'ai pas voulu évacuer les lieux, j'ai décidé de rester. Les McCovins ont de la famille répartie dans toute la ville. Nevada, la mère d'Edna, vit quelques kilomètres plus loin, à New Orleans East. Nous étions une famille soudée. C'était un appartement magnifique. Je faisais tout ce que je pouvais pour l'arranger, pour qu'il soit confortable. Nevada, qui est diabétique, a récemment perdu une jambe. C'est sa petite fille, Tina McCovins, qui s'occupe d'elle. J'ai appelé ma grand-mère et je lui ai demandé si elle avait entendu qu'un ouragan était annoncé. Elle m'a dit que la télévision en avait parlé toute la journée. Mais elle se sentait bien chez elle et son appartement ne se trouvait pas dans la zone inondable, ce qui la rassurait. Demetrius et Regina Prout habitent aussi New Orleans East. Je savais que mon mari ne serait pas d'accord avec moi. Quand je lui en ai parlé, il a dit « Je ne partirai pas d'ici ». Aucun avis de tempête, ni quoi que ce soit, ne m'a jamais poussé à évacuer la Nouvelle-Orléans. Il a dit « Je veux tester mes facultés de nageur ». Je lui ai répondu « Sûrement pas. Je ne veux pas te retrouver en train de nager dans cette maison quand je rentrerai ». Le docteur Ben de Boisblanc, directeur du service des soins intensifs du Charity Hospital, prépare son bateau en prévision de la tempête. Le samedi, on a commencé à sentir que cet ouragan serait un peu différent des précédents. Pour la première fois depuis mon enfance, la Nouvelle-Orléans était réellement en danger. Je me souviens qu'en quittant le bateau, j'ai vu la photo de mon père qui posait à côté de son propre bateau. Il est décédé aujourd'hui et j'ai pensé, il faut que je la prenne parce que c'est la seule photo de lui que j'ai. J'ai commencé à la décrocher, puis je me suis arrêté. Quelque chose en moi m'a dit que ce n'était pas bien de la prendre. Pour une raison étrange, je l'ai remise. Puis je suis sorti du bateau en pensant, c'est probablement la dernière fois que je le vois. À Miami, au Centre national d'études des ouragans, où l'on suit le moindre mouvement de Katrina, l'appréhension grandit. Le directeur du centre a passé la journée à tenter de contacter Ray Nagin, le maire, pour le convaincre d'émettre un ordre d'évacuation. Il n'est pas le seul à essayer de parler au maire. J'ai décroché le téléphone et j'ai appelé le président dans son ranch de Crawford au Texas. J'ai fait quelque chose que je n'avais encore jamais fait. Je lui ai dit, Monsieur le Président, vous devez appeler le maire et le gouverneur pour leur demander d'émettre un ordre d'évacuation. Grâce à l'intervention de Kathleen Blanco, le gouverneur de Louisiane, Ray Nagin contacte le Centre national d'études des ouragans le samedi en fin de journée. Le maire a pris la situation à cœur. Et à partir de là, il a tout fait pour faire adopter la motion d'évacuation. Nagin n'émet pas immédiatement l'ordre d'évacuation. Ses équipes n'ont pas encore réglé certains détails clés, tels que l'évacuation des hôpitaux et des maisons de retraite. J'avais l'intuition que tout ce que j'aimais à la Nouvelle-Orléans allait disparaître dans une très grosse catastrophe. La femme et les 2 enfants du docteur Greg Henderson ont quitté la ville, mais lui a décidé de rester pensant que les services d'un médecin pourraient être utiles. J'ai eu envie de faire un dernier tour à pied dans la ville. C'était étrange, comme si on savait que la fin approchait. Je suis allé jusqu'au faubourg Marigny, juste à côté du quartier français, dans l'un des meilleurs clubs de jazz de la ville, le Snug Harbor. L'atmosphère y était très sombre. Une chanteuse chantait une dernière fois pour la ville. Personne dans ce bar ne se faisait des illusions. Nous savions tous ce qui allait se passer.
Katrina entre dans la catégorie 5. Ses vents atteignent désormais la vitesse de 280 km/h. Et elle devient le plus gros ouragan ayant jamais approché les côtes des États-Unis. Le maire donne enfin l'ordre d'évacuer la Nouvelle-Orléans. C'est une première dans l'histoire de la ville. Je donne ordre à tout le monde d'évacuer immédiatement la ville de la Nouvelle-Orléans. Mais l'ordre d'évacuer s'étant fait attendre, il reste peu de temps pour le faire appliquer avant l'arrivée de l'ouragan. 100 000 habitants de la Nouvelle-Orléans ne possèdent pas de véhicules et aucun moyen de transport officiel n'est mis à leur disposition pour les aider à évacuer la ville. Certains refusent tout simplement de partir. Ma grand-mère ne voulait pas partir. Alors, au lieu de rester avec mes parents ou de suivre les personnes qui ont proposé de m'emmener hors de la ville, j'ai décidé de rester avec elle. Parce qu'elle-même était toujours restée à mes côtés quand j'étais petite. Le président Bush prend part à une vidéoconférence de la FEMA. I want to assure the folks at the state level that we are fully prepared to not only help you during the storm, but we will move in whatever resources and assets we have at our disposal after the storm. Mr. President, thank you. We appreciate your support of FEMA and those kind words very much. Thank you. Je me souviens qu'au fond de moi, j'ai pensé, le président ne se rend pas compte de la situation. Il pense que c'est un ouragan comme les autres et que la FEMA saura le gérer. La FEMA sait qu'un ouragan de catégorie 5 entraînera très probablement l'inondation de la Nouvelle-Orléans et que 100 000 personnes ont de fortes chances d'être prises au piège, une catastrophe similaire au scénario de l'ouragan Pam. Pourtant, si Pam devient une réalité, ni la FEMA, ni l'État, ni la ville n'ont mis au point un plan d'urgence détaillé prévoyant la sécurité, les communications et le transport des habitants. Et moi, je ne cessais de penser que cet ouragan pourrait vraiment ressembler à Pam. Et je savais ce que ça signifiait. Le pays n'était pas prêt, l'État n'était pas prêt, la population n'était pas prête. Je veux remercier et féliciter Monsieur le maire. Cette initiative a été extrêmement bien coordonnée. Merci, Monsieur le maire. Permettez-moi de remercier Madame le gouverneur. Je pense n'avoir jamais vu une évacuation aussi bien organisée que celle d'aujourd'hui. Les responsables municipaux du plan d'évacuation préfèrent ne pas déplacer les patients de plusieurs hôpitaux et maisons de retraite, quitte à venir leur porter secours plus tard, si le pire a lieu. Dans le service des soins intensifs du Charity Hospital, la majorité des patients du docteur Ben de Boisblanc sont sous respirateur artificiel. Leur vie dépend donc de l'électricité. Nous avions 11 patients, 9 d'entre eux étaient sous respirateur et les 2 autres étaient également très malades. Quand l'a-t-on dialysé la dernière fois? Vendredi, il doit y retourner demain, docteur. L'hôpital a assez de nourriture pour tenir environ 3 jours et assez d'eau pour 3 jours également. Katrina maintient son cap, prête à s'abattre de plein fouet sur la Nouvelle-Orléans. Ils sont des centaines à affluer vers le Superdome. À mesure que Katrina approche, ceux qui n'ont pas encore quitté la Nouvelle-Orléans ont 2 possibilités. Rester chez eux ou se réfugier dans l'abri que la ville offre en dernier ressort, le stade du Superdome. Andrew Charles, 23 ans, est entré dans la garde nationale pour payer ses études universitaires. Le hall d'entrée était bondé. Partout, il y avait des files d'attente interminables. Des files dont on ne voyait pas le bout. Je me suis dit, waouh, ça n'a absolument rien à voir avec tout ce que j'ai connu pour les autres ouragans. Pour la première fois de sa vie, Demetrius Prout se met à l'abri d'une tempête. Il vient se réfugier au Superdome avec sa femme Regina et leurs 2 fils. Les gens étaient plutôt gais. Personne ne paniquait. On était plus frustrés de devoir faire la queue qu'inquiets à cause de l'ouragan. Shamar, notre fils de 4 ans, était fatigué. Il pleurnichait. « Maman, on rentre à la maison. » Je lui ai dit « Non, mon chéri, on doit entrer dans le stade tout de suite. » D'autres personnes ayant besoin d'aide et prier de se rendre au bureau d'enquête. Cette fois, l'ouragan est plus fort que nous. On a dû s'enfuir.
On s'est mis à l'aise, on a installé nos couvertures, nos oreillers, on a sorti de quoi faire des sandwichs. Tout le monde autour de nous faisait plus ou moins la même chose, chacun essayait de faire connaissance avec ses voisins. On n'est pas mieux ici que coincé dans les bouchons? Toute personne ayant besoin d'aide est priée de se rendre. Dorothy Stooks travaille dans une école de la Nouvelle-Orléans. Elle a attendu la dernière minute pour prendre sa décision. J'avais $20 sur moi. J'ai fait le plein d'essence. Et là, j'ai vu que les voitures roulaient pare-choc contre pare-choc. J'aurais gaspillé mon essence avant même de sortir de la ville. Je suis rentré chez moi, je ne sais plus trop pourquoi, pour faire mes bagages sûrement. En route, j'ai appelé le ranch de Crawford. Je n'ai pas parlé au président, mais à son secrétaire général adjoint. Je lui ai dit que je craignais un désastre et que je n'avais pas l'impression que le département de la sécurité intérieure comprenait la gravité de la situation. Visuellement, c'est incroyable. Il n'existe rien de comparable sur Terre. Le météorologue Chris Lancy entre dans l'œil du cyclone, un cyclone qui a désormais un rayon de 650 km. On se retrouve dans cette immense cathédrale, dans un stade de foot géant. On s'est rendu compte que beaucoup de problèmes allaient se poser tout le long de la côte. On a observé que les vents d'ouragan prenaient une très grande ampleur. J'étais extrêmement inquiet pour les habitants de la Nouvelle-Orléans. J'espère qu'ils sont prêts. L'évacuation totale de la ville a été décrétée. L'évacuation totale de la ville a été décrétée. Ceux qui ont décidé de ne pas quitter la ville se protègent du mieux qu'ils peuvent et attendent l'arrivée de Katrina. Il y avait une atmosphère de camaraderie, de la générosité, on se serrait les coudes. On nous a servi des rations de l'armée. Moi, je connaissais déjà. Mais certains n'avaient jamais mangé ce genre de nourriture. Ils ne savaient pas comment la faire réchauffer ou la préparer. Donc, après m'être occupé de ma famille, j'ai aidé les autres par petits groupes, en leur montrant comment faire. Je ne suis pas sûr que vous sachiez quoi en faire. Je rajoute les saucisses. Un instant, papa. Sur toutes les chaînes de télé, il disait que la situation était grave. Le dimanche soir, j'ai pensé qu'il fallait partir. Mais impossible de convaincre ma grand-mère. Alors je lui dis, si je reste ici, c'est que Dieu le veut. Non, tu tiendras le coup, on a pas mal de nourriture. J'ai senti que je devais rester. J'étais liée à elle. J'étais liée à elle. Maintenant, Katrina a un rayon de 690 km. Elle est précédée d'une tempête comme le pays n'en a jamais connu et qui approche des côtes du golfe du Mexique. Nous sommes en train d'assister aux premières grosses rafales. Nous nous trouvons dans la ville de Gulfport et derrière moi, vous pouvez voir le delta du Mississippi se gonfler. Les eaux montent à grande vitesse. Regardez la puissance de ces eaux qui avancent. Je n'ai jamais rien vu de tel. Here comes the rain again, falling from the stars. Drenched in my pain again, becoming who we are. On a dû dormir sur des chaises. Ce n'était pas confortable. On se demandait ce qu'on faisait là, et on se disait, je serai chez moi dans 2 jours, c'est pas grave. Le vent atteint déjà 170 km/h. La tempête approche des côtes à une vitesse de 250 km/h. Des vents maximaux de 340 km/h en rafale. La pression au centre est tombée à 902 hectopascales. La famille du docteur Greg Henderson a quitté la ville et lui s'est installé à l'hôtel pensant que les services d'un médecin pourraient être utiles. J'avais l'intuition que tout ce que j'aimais à la Nouvelle-Orléans allait disparaître dans une très grosse Les catastrophe. vents violents qui l'accompagnent vont sans aucun doute dépasser les 250 km/h.
Rien n'a ébranlé la course de Katrina. Si elle a légèrement dévié, c'était pour se diriger encore plus précisément sur la Nouvelle-Orléans. La puissance de l'ouragan Katrina laisse à craindre de graves... La tempête approche à présent. Rafales de vent enregistrées à plus... Je ne supportais plus cette angoisse. Alors j'ai zappé et j'ai regardé Apollo 13. Je me suis endormi devant un film catastrophe. Alors que Katrina se dirige sur la Nouvelle-Orléans, 90 000 personnes se trouvent encore dans la ville. Si les digues cèdent, ces personnes devront être évacuées de toute urgence. Au moins 400 bus seront nécessaires selon les calculs effectués pendant l'exercice de l'ouragan Pam. Il existe bien des centaines de bus dans la ville, mais la plupart se trouvent dans des entrepôts situés en dessous du niveau de la mer. La ville n'est pas prête pour affronter le scénario qui a été répété lors de l'exercice effectué un an plus tôt. Tout le monde espère que Katrina manquera sa cible ou que les digues lui résisteront. J'avais l'estomac noué. Je savais que des milliers de personnes perdraient leur vie, car je savais qu'une catastrophe majeure allait se produire. La vie de centaines de milliers de gens allait changer, à tout jamais pour certains. Tout ça, je le savais. Et j'en ressentais toute l'angoisse. Regardez la puissance de ces eaux qui avancent. Au large, une balise météo du golfe du Mexique relève des vagues hautes de 16 mètres. Que la Nouvelle-Orléans soit prête ou pas, Katrina arrive. Elle est arrivée dans un hurlement. Ça faisait... Je me suis réveillé, je suis resté allongé à écouter, puis... La voilà. Est-ce que leur état est stable? Écoutez-moi, nous devons les ventiler sans perdre une seule seconde. Les respirateurs électriques donnent de l'oxygène et ventilent les patients d'une manière que l'on ne peut pas reproduire avec un ballon. J'avais donc très peur que le courant ne revienne pas et que certains de nos patients aient de gros ennuis. Le vent soufflait avec une telle force qu'il dispersait violemment la pluie. On entendait qu'il emportait tout sur son passage. Les bardeaux des toits, les toitures tout entières, les poubelles, des briques, tout ce qui se trouvait là était retourné, comme dans un gigantesque tourbillon. J'ai enlevé ma tenue de nuit pour mettre des vêtements confortables. Et pendant que je me changeais, j'ai entendu un bruit, comme si quelque chose percutait l'appartement du dernier étage. Faut pas rester là. Allez, dépêche-toi. Réveille-toi, Nani. On aurait dit que des bombes tombaient sur le toit du Superdome. On avait l'impression que c'était des bombes. Ces bruits étaient effroyables.
À partir d'un certain moment, on a eu très très peur. Le plafond du Superdome a commencé à partir en lambeaux. On voyait des gros morceaux de toiture battre au vent. Vous avez vu ça? C'est pas possible! Le vent est d'une puissance incroyable! L'eau monte! L'eau monte! L'eau monte! Les vents de Katrina dévastent les côtes du golfe du Mexique. Mais la plus grande menace provient des milliards de litres d'eau qu'ils entraînent avec eux vers les terres. Les estimations les plus optimistes parlent de 7 ou de 9 mètres au-dessus du niveau normal de la mer. Quand un ouragan de cette taille arrive près des côtes, de véritables murs d'eau vont et viennent en se rapprochant de plus en plus du littoral. À 7h30 du matin, la plus grosse marée de tempête que l'Amérique ait jamais connue s'abat sur les digues qui entourent la Nouvelle-Orléans et pénètre dans le système de canaux du cœur de la ville. Très vite, les lames submergent les murs de protection de l'Industrial Canal. Le flot érode les digues et la structure tout entière finit par céder. En l'espace de quelques secondes, les maisons du Lower Ninth Ward sont emportées. Edna et Robert McCovins habitent à moins de 800 mètres de ce quartier. On avait une porte à l'arrière de la maison. Et c'est par là que l'eau a commencé à entrer. J'ai dit à Robert, regarde, l'eau arrive par ici. Si l'eau passe sous cette porte, c'est qu'elle doit déjà être sacrément haute dehors. J'avais extrêmement peur. Donc je me suis habillée, le téléphone a sonné. Allô? Et ma mère a dit qu'ils avaient de l'eau dans la maison. Tu es inondée? Elle m'a dit de me préparer à la même chose. Et je lui ai répondu, il n'y a pas d'eau, calme-toi. Et l'eau a continué à monter. Dans le Lower Ninth Ward, en 23 minutes, l'eau monte de 4 mètres. Mais là, le plus haut possible. Puis elle s'est mise à monter encore plus haut et encore plus vite. Maman, j'entends rien, mais qu'est-ce qui se passe? Au téléphone, ma mère m'a dit, Tina, il y a de l'eau jusqu'au sommet du placard du rez-de-chaussée et nous, on est à l'étage. J'ai été comme paralysée. Paralysée. J'ai pensé, mon Dieu, je me suis mise à prier. J'ai prié. Dieu Tout-Puissant, je vous en supplie, veillez sur ma grand-mère et sur ceux que j'aime. Seigneur Jésus, soyez mon guide et aidez-moi à trouver la force pour traverser cette nouvelle épreuve. Je crois en vous et je sais que vous serez à mes côtés. Nanny, il faut quitter la maison! Il faut tenter le coup! Personne ne peut résister à ça! Je faisais tout pour convaincre ma grand-mère. Je lui disais, on doit partir, tout en réfléchissant à comment j'allais bien pouvoir la porter. C'est de pire en pire! La meilleure solution est de nous réfugier à l'étage! L'eau a dépassé le système de digues des quartiers est de la Nouvelle-Orléans. Aux alentours de 8h30, un véritable mur d'eau se dirige tout droit sur la maison de Nevada. Une vague immense est sortie de derrière un immeuble. Je l'ai regardé. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Une vague d'eau de 2 mètres de haut qui se dirigeait vers nous alors que nous n'étions pas en zone inondable. C'était incroyable. En approchant, elle emportait les voitures, les arbres, tout ce qui se trouvait sur son passage. Et elle continuait à foncer sur nous. L'eau est entrée dans l'appartement d'un seul coup. Et j'ai su que je devais à tout prix sortir ma grand-mère de là. Une grande plaque de métal s'est détachée du dôme. Ça a fait un immense trou dans le toit par lequel la pluie s'est mise à passer. Soudain, une autre plaque a été arrachée, puis une autre.
Et on a commencé à s'affoler. On s'est senti menacé. Il n'y avait aucun filet de protection, le dôme allait tomber en ruine. Je n'en revenais pas. C'était le Superdome. Comment était-ce possible? Comment son toit pouvait-il être soufflé par le vent? En passant sur la Nouvelle-Orléans, Katrina entraîne l'eau du lac Pontchartrain vers le sud, jusqu'au canot de drainage du nord de la ville. Ici, les murs de béton et d'acier ne sont pas submergés, mais la pression les fait céder. Une fois les murs éventrés, des pans entiers glissaient en labourant littéralement le sol et en emportant les constructions et tout ce qui se trouvait sur leur passage. Certains en cassaient net, à la jonction entre leur partie en béton et leur partie en acier. Le coup fatal est porté. Chaque seconde, des centaines de milliers de litres d'eau du lac se déversent dans le centre de la ville. Comment ça va? J'ai dû partir de chez moi. On dirait que le lac a débordé. Quoi? Vous ne savez pas que l'eau du lac a dépassé les digues? Non. Regardez, l'eau est tellement montée que je n'ai pas pu rester chez moi. Je ne vois que des décombres. La rue d'à côté s'est transformée en rivière avec des courants violents. Allô? Allô? Il y a une urgence dans ma maison. Le toit de ma cuisine. Il pleut dans ma cuisine. J'ai très peur. Allô? On est enfermés chez nous, avec au moins 4 mètres d'eau. L'appartement est inondé. Je suis invalide et je vis avec un respirateur. J'ai besoin d'aide pour sortir d'ici. Des milliers de personnes tentent d'appeler les secours, mais les lignes téléphoniques ont été endommagées. Et quand bien même elles fonctionneraient, les secours ne pourront pas intervenir tant que Katrina fera rage. Là, on ne peut rien faire. On ne peut envoyer personne, madame. Vous ne pouvez pas nous aider pour le moment? Mais c'est à cause de l'eau. Et vous n'avez pas de bateau pour aider les gens? Désolé, madame, mais nous ne sommes que des pompiers. Nous n'avons aucune équipe d'intervention dans les rues pour le moment. Je vais prendre votre message et quand le temps le permettra, ils viendront vous voir. Aidez-nous, aidez-nous, il y a de l'eau partout. Oui, je prie avec vous. Seigneur, aie pitié. Les gens cherchent un abri où se réfugier en dernier ressort. Ils sont déjà des centaines à avoir fait le chemin. On observe un dépôt À 130 km de là, dans le centre opérationnel de secours de Bâton Rouge, le directeur de la FEMA, Michael Brown, reçoit depuis 4 heures des rapports contradictoires sur les ruptures de digues. On était dans le flou total. Quelqu'un va-t-il me dire ce qui se passe? Des faits, je veux des faits. Y a-t-il des ruptures, pas de rupures? Des inondations? Où? Jusqu'où? Et les équipes du Superdome? Des arbres immenses bloquent... Dans ses déclarations, Michael Brown laisse entendre que le pire de l'ouragan est passé pour la Nouvelle-Orléans. Nous avons une bonne équipe. Les opérations de secours ont bien commencé. Disons que vous êtes sur le chemin de la guérison. Il faudra attendre 12 heures pour que la FEMA, le département de la sécurité intérieure et la Maison-Blanche considèrent la rupture des digues confirmée, alors que sur le terrain, la situation est claire. Le gouverneur Kathleen Blanco parle au président Bush. Elle lui dit « Nous avons besoin de votre aide, nous avons besoin de tout ce dont vous disposez. » Mais leur conversation reste vague. Le gouverneur n'émet aucune requête spécifique et le président ne lui fait aucune offre spécifique. Kathleen Blanco rencontre également Michael Brown et demande à la FEMA d'assurer les transports permettant l'évacuation de la Nouvelle-Orléans.
Le gouverneur me demande de trouver 500 bus. Je donne donc l'ordre à mon équipe de les trouver et nous conjuguons tous nos efforts pour y arriver. Les bus municipaux que les autorités ont choisi de laisser à la Nouvelle-Orléans pendant la tempête sont inutilisables, noyés sous les eaux. Il y a des petits-enfants. Certaines personnes ont des problèmes gastriques, d'autres ont des problèmes cardiaques. C'est la réalité. Le toit est inaccessible. On ne peut pas monter sur le toit. Les gens avaient des radios, ils écoutaient les dégâts que l'ouragan avait provoqués dans toute la ville. Vous pouvez le colmater? Non! Il y a de l'eau qui entre par l'arrière du pavillon! Et je crois que, comme moi, tout le monde se demandait où va-t-on aller après ça? On ne pourra pas rentrer à la maison. Tout est inondé. Je suis partie à la tombée de la nuit. On entendait des gens crier au secours. Tous étaient pris au piège. Tous espéraient que quelqu'un viendrait les libérer. Mais les secours ont été interrompus pour la nuit. Tina McCovins a porté sa grand-mère pour la mettre à l'abri dans un appartement situé au 3e étage. Son téléphone portable ne fonctionne plus. Elle ne sait pas si ses parents ont survécu à l'inondation. Je n'arrivais plus à penser ou à ressentir quoi que ce soit. Je savais qu'on allait mourir. Imaginez ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu. Il y avait de l'eau partout. Je faisais les 100 pas en pensant, mon Dieu, mes parents sont morts. Mais qu'est-ce qui nous arrive? J'y comprends rien. Oh Dieu, aide-nous, aide-nous. Il faut le voir pour le comprendre. Il faut le voir. Il faut le voir pour le comprendre. Katrina a dévasté une surface de 233 000 km². Elle a touché le Mississippi, l'Alabama, la Floride et la Louisiane. Devant nous se trouve le canal London, un canal de décharge. On voit bien l'endroit où s'est rompue la digue. Voici une autre maison inondée, une belle maison en briques à un étage. La voiture de son propriétaire, un break, a totalement disparu, on ne la voit plus. Elle est entièrement sous l'eau. Là-bas, c'est la plus grosse rupture de digue. Blue Monday, I can't stand the rain. It's a shame it came. I can't imagine your pain. Blue Monday. On se serait vraiment cru en zone de guerre. Il y avait des centaines d'hélicoptères partout dans le ciel. Il y avait des bateaux dans les rues. Des centaines de milliers de bâtiments étaient inondés, voire entièrement recouverts d'eau. Et des dizaines d'incendies s'étaient déclarés un peu partout. This morning, our hearts and prayers are with our fellow citizens along the Gulf Coast who have suffered so much from Hurricane Katrina. Our teams and equipment are in place, and we're beginning to move in the help that people need. La garde nationale a perdu de nombreux camions et bateaux de secours qui avaient été positionnés dans la zone inondable en prévision de la catastrophe. Les pompiers ne possèdent pas de bateaux et la police n'en compte que 5. Ce sont donc les gardes-côtes et les agents du département de chasse et pêche qui prennent les choses en main. Une grande ville américaine s'est retrouvée entièrement sous l'eau. Sur tous les toits, il y avait des gens qui nous appelaient et on devinait qu'il y en avait autant coincés à l'intérieur des maisons, incapables de faire signe depuis leur toit. Les rescapés pataugent dans l'eau polluée à la recherche d'un endroit où se réfugier. Dorothy Stokes a fini par abandonner son appartement inondé. Il faisait froid. Le courant me tirait vers le fond.
J'avais de l'eau jusqu'à la poitrine. C'était angoissant. Il fallait bien regarder autour de soi, faire attention aux serpents, aux alligators et à je ne sais quoi encore. Tous les témoins le diront. On se croirait à Beyrouth en temps de guerre. Les pilleurs ont investi les lieux. Pouvez-vous nous commenter ces images? Quelqu'un a appelé pour dire que dans certains supermarchés de Berman Highway, les gens n'hésitent pas à entrer, à se servir, et puis ils se sauvent. Quand ils ne sont pas pris au piège dans les postes de police inondés, les policiers sont occupés à sauver la population. Rapidement, les pilleurs en profitent. Les gens des cités venaient avec des poubelles. Ils les remplissaient, puis ils les ramenaient chez eux en les laissant flotter sur l'eau. Ils ont surtout volé des packs de bière, des cigarettes et des couches pour bébés. La seule chose là-dedans qui me semble nécessaire, ce sont les couches. Ils auraient pu laisser le reste. On n'avait plus d'eau potable, plus de boissons fraîches, mais eux, ils avaient de la bière, des cigarettes et de l'alcool. Le docteur Greg Henderson décide d'improviser un centre de soins dans son hôtel de Canal Street. Escorté par la police, il traverse la rue pour s'approvisionner dans la pharmacie voisine. Elle est déjà cernée. Les gens frappaient à la porte, mais ils ne pouvaient pas entrer. Devant l'entrée, il y avait un policier, l'arme pointée sur eux, qui disait « Reculez !» L'eau ne cessait de monter. Je la sentais réellement monter. Et il y avait une odeur d'égout. Je vais vider les étagères et vous tâchez de récupérer du lait en poudre, de l'eau et des couches. Au bout d'une dizaine de minutes, il m'a semblé entendre que les policiers commençaient à s'agiter. Tirons-nous. Ils disaient « Docteur, il faut partir. Il faut partir tout de suite. » La foule qui se rassemblait dehors était de plus en plus nombreuse. Une horde sauvage était sur le point de nous assaillir. On allait se retrouver avec une émeute sur les bras. Pour la première fois, je me suis autorisé à regarder la foule. Et j'ai vu un type d'une trentaine d'années qui avait l'air totalement désespéré. Calmez-vous. À ce moment-là, ma vision de la situation a changé. Ce n'était pas un pillard enragé, mais juste quelqu'un qui voulait entrer pour trouver de quoi soigner sa famille. C'était tout ce qui l'intéressait. Je suis médecin et je suis venu chercher de quoi soigner les blessés de l'hôtel d'en face. D'accord? C'est d'accord? C'est bon. C'est bon. Même si chaque minute, de nouvelles vies sont sauvées, de toute évidence, une aide massive et rapide de l'État est nécessaire. Mais les dirigeants du pays ne se rendent pas compte de l'importance de la catastrophe. Le président Bush, en visite en Californie, suit son programme comme si de rien n'était. Michael Chertoff, le supérieur de Michael Brown, assiste à une conférence sur la grippe aviaire en Géorgie. Je me souviens avoir pensé qu'il ne saisissait pas très bien la gravité de la situation. S'il s'était agi d'un attentat terroriste, Michael Chertoff, le département de la sécurité intérieure et tous les autres se seraient précipités. Mais bientôt, les événements de la Nouvelle-Orléans vont mobiliser l'attention des dirigeants américains. Plus de 1000 patients et membres du personnel du Charity Hospital sont bloqués à l'intérieur de l'hôpital.
11 patients de l'unité de soins intensifs se trouvent dans un état critique. L'électricité étant coupée, les infirmiers doivent les ventiler manuellement 24 heures sur 24. On sent quasiment l'âme du patient à l'intérieur du ballon quand on appuie dessus. On sent comme une force qui reçoit ce qu'on lui donne, tout en y résistant. Bien que le patient vous soit reconnaissant, ça ne coule pas de source. Il y a une petite lutte. L'infirmière Celeste Waddell s'occupe de Hunter Reeves, un jeune homme de 23 ans gravement atteint du syndrome de Goodpasture, une maladie rare des poumons et des reins. Je ne pensais vraiment pas qu'il s'en sortirait. Je lui parlais en lui répétant « Hunter, tout va bien ». Je suis entré dans la chambre et j'ai dit « Céleste, vous devez faire une pause, laissez-moi prendre la relève ». Elle a répondu « Non, je vais bien ». Je voulais être là pour l'aider à partir s'il le fallait. Et pour lui dire qu'il manquerait à sa famille. Lui dire que ses parents l'aimaient, mais qu'il comprendrait car il saurait que leur fils ne souffrirait plus. La plupart des personnes qui ont fui leur maison se dirigent vers le refuge officiel de la ville, le Superdome. Les gens qui arrivaient avaient les larmes aux yeux. Ce qu'ils venaient de vivre les avait bouleversés. Il y avait des mères qui serraient leurs enfants contre elles, des bébés, des femmes enceintes, des femmes qui portaient leurs petits pour qu'ils n'aient pas à marcher dans l'eau. Le gouverneur Blanco et Michael Brown se rendent à la Nouvelle-Orléans en hélicoptère et rencontrent Ray Nagin sur la piste d'atterrissage du Superdome. J'ai été frappé, et presque tout le monde l'a été, de voir qu'à ce stade-là, la FEMA ne semblait pas traiter une situation d'urgence. Puis nous sommes allés voir le maire. Et comme toujours dans ce genre de déplacement, on arrive, on va voir l'homme politique local, on nous photographie, tout le monde se bat pour avoir la meilleure place sur la photo, et on se plie à un tas d'obligations ridicules. Mais là, je me suis dit, maintenant je veux prendre le temps de discuter avec le maire et de comprendre quels sont ses besoins. Ray Nagin remet à Michael Brown une liste des besoins de la ville. Et le gouverneur Blanco appelle à l'évacuation immédiate. Mais la Nouvelle-Orléans a perdu la plupart de ses bus dans les inondations et les autorités de la Louisiane éprouvent des difficultés à trouver des bus et des chauffeurs au milieu du chaos qui règne sur tout l'État. La veille, Michael Brown a effectivement promis 500 bus à Kathleen Blanco, mais l'ordre s'est perdu dans les méandres de la bureaucratie fédérale. Ma demande se serait perdue entre le service de la FEMA chargé des transports et le département de la sécurité intérieure. Moi, je croyais mon ordre en cours d'exécution. Je pensais que tout serait bientôt en place. On nous répétait « ça arrive, ça arrive, ça arrive ». Mais au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas du tout, que rien ne se passait. L'échec de l'aide fédérale laisse la Nouvelle-Orléans seule face à deux crises simultanées. Des milliers de sinistrés attendent des moyens de transport pour quitter la ville. D'autres milliers de personnes sont encore coincées dans les greniers des maisons inondées. Et la température monte en flèche. Ceux qui, trop vieux ou trop faibles, sont incapables de grimper sur leur toit, doivent se signaler comme ils le peuvent, dans l'espoir que quelqu'un les remarquera. Laissez-moi l'attraper par le bras. Je n'y arrive pas. Levez-le. Some of y'all get ready. Vous êtes prêts? Allez, allez, remontez-le jusqu'à la poutre. Allez. C'est bon. Tenez-le bien. Allez. 1, 2, 3. Ok, c'est bon, ça va. Par ici. Ça y est, ça y est. Allez. Ça va? Tina McCovins, qui est restée aux côtés de sa grand-mère malade, ne peut toujours pas téléphoner à ses parents. Elle ne sait pas s'ils sont morts ou vivants. Quand les hélicoptères passaient près de chez nous dans un boucan d'enfer, ils éclairaient l'eau de leurs projecteurs. Et malgré l'horreur de la situation,
C'était d'une grande beauté. C'était magnifique. Mais ils ne venaient pas nous secourir. Je ne sais pas qui ils allaient sauver, mais c'était pas nous. Il y avait des milliers et des milliers de personnes en détresse qui n'avaient pas encore été évacuées, qui étaient prises au piège dans des maisons inondées et avaient besoin d'aide. De toute évidence, nous ne pouvions pas secourir tout le monde ce jour-là, et le lendemain non plus. Dorothy Stooks fait partie des milliers de rescapés qui arrivent encore au Superdome. Il faisait très sombre. Je crois qu'il n'y avait pas d'éclairage de secours. Des rumeurs circulaient. Les bus seront là demain matin. Les bus seront là demain matin. Nous avons demandé à un militaire si les bus seraient bien là le lendemain matin. Nous ne savons pas, madame. Nous n'avons aucun moyen de communiquer. Hey! Lâche ça! Lâche! On nous a dit qu'on pouvait se servir. Qui vous a dit ça? La police. Depuis 2 jours, les médecins et les infirmières du Charity Hospital luttent pour maintenir en vie leurs patients les plus fragiles, dans l'espoir que l'aide extérieure sera bientôt là. Le gouverneur a dit que c'était la plus grande priorité. La plupart des hôpitaux n'ont plus l'électricité. Ils sont dans le noir. Leurs patients ont besoin de soins. Une évacuation à grande échelle de tous les hôpitaux de l'agglomération de la Nouvelle-Orléans est donc en cours. Le docteur Walter Maestri nous rejoint. On demandait... Tu as été secouru, toi? Moi, non. Je suis toujours au même endroit. Et puis, tu sais quoi? On est coincé ici. On n'en sortira jamais. Le moral était au plus bas. On a appris qu'on n'était pas là, qu'on n'existait même plus, qu'on n'apparaissait sur aucun écran de radar. Et soudain, c'est devenu très clair. Si l'on veut survivre, il va falloir se débrouiller seul pour sortir d'ici. Des employés de l'hôpital se tournent vers les médias pour demander de l'aide. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour nos patients. Mais maintenant, le temps nous est compté. Nous n'avons plus d'eau, plusieurs patients ont besoin d'une dialyse de toute urgence, et sans eau, nos machines ne peuvent pas fonctionner. Les communications sont un réel problème. Nous avons 2 ou 3 lignes téléphoniques, ce qui est formidable, puisque beaucoup d'endroits n'en ont pas autant. Mais on nous dit tout et son contraire. Hier, on nous a même demandé de préparer nos patients pour l'évacuation, et finalement, il ne s'est rien passé. À l'intérieur du Superdome en très mauvais état, les rescapés de Katrina attendent de pouvoir en sortir. Les conditions de vie s'y dégradent et la garde nationale lutte pour maintenir l'ordre. On se serait cru en zone de guerre. Il y avait des vols, de la drogue et du sexe. C'est devenu un véritable western, mais sans shérif. On se serait cru au Far West, et les gens honnêtes ne pouvaient rien y faire. C'était comme ça. Personne n'en revenait que des choses pareilles puissent se passer en Amérique. C'est ce qu'on entendait dans la foule. Les gens commençaient à s'interroger sur les réactions du président Bush, de Kathleen Blanco, de Ray Nagin. Où sont-ils? Pourquoi ne sont-ils pas ici? Ray Nagin, le maire de la Nouvelle-Orléans, reste dans sa ville assiégée par les eaux au 27e étage de l'hôtel Hyatt. Il y a maintenant 36 heures que le gouverneur Blanco a demandé à la FEMA de mobiliser 500 bus pour évacuer la Nouvelle-Orléans. L'ordre est tombé aux oubliettes. Elle me demandait constamment ce que devenaient les bus et je lui répondais que l'ordre avait été donné. Puis j'essayais de comprendre ce qui se passait. Et au milieu des difficultés de communication, quelqu'un à Washington m'assurait que ça suivait son cours, que tout serait bientôt en place. Mais le temps passait. Et aujourd'hui encore, le mystère des bus persiste. Où sont-ils donc passés? Le président Bush rentre à Washington régler la crise. En chemin, il survole la Nouvelle-Orléans pour inspecter les dégâts. Quelques centaines de mètres plus bas, le personnel du Charity Hospital évacue les patients dont l'état est le plus critique. L'appel qu'ils ont lancé à la télévision a fonctionné.
Une société privée d'hélicoptères ambulances leur a offert ses services. Nous avions 4 patients sous respirateur, très mal en point. Mais en même temps, nous avions une certaine appréhension à quitter la sécurité d'un hôpital pour se retrouver dans un véritable marais. L'état de santé de Hunter Reeves s'est dégradé à tel point qu'il est parmi les premiers à quitter l'hôpital. Je me souviens que je lui ai touché la main quand il est parti, en lui disant que j'espérais qu'il s'en sortirait. Et que nos chemins se recroiseraient peut-être un jour. Des civils volontaires à bord d'une embarcation privée portent secours à Tina et Nevada. Il y a tellement de bâtiments en ruine. Tous les pâtés de maisons ont été démolis. En ramant en direction du quartier résidentiel, on entendait les gens taper au mur des greniers en criant « À l'aide, à l'aide !» Ils étaient encore coincés dans leur grenier. À l'arrière d'un camion de la garde nationale que l'hôpital a réquisitionné, l'état de santé de Hunter Reeves se détériore soudainement. Il faut l'opérer immédiatement. Il fait un collapsus pulmonaire. Si on ne l'opère pas sur le champ, il va mourir. Son taux d'oxygénation sanguine a commencé à chuter et on a compris qu'on était face à un réel problème. Il avait une insuffisance respiratoire, une hémorragie pulmonaire et une insuffisance rénale. Faites une incision de 3 cm, ici. À la lumière de nos lampes frontales, on a effectué une intervention chirurgicale en lui introduisant un tube dans la poitrine. Tenez-le fermement. On avait eu la bonne idée de prendre les instruments nécessaires avec nous, mais on avait oublié les calmants et les anesthésiants. Il a donc fallu le tenir de toutes nos forces pour pouvoir pratiquer une incision et insérer le tube dans sa poitrine. L'opération improvisée stabilise Hunter, mais sa vie ne tient encore qu'à un fil. Entouré des membres de son cabinet, le président Bush s'adresse à la nation. I have directed Secretary of Homeland Security Mike Chertoff to chair a cabinet-level task force. We're assisting local officials in New Orleans in evacuating any remaining citizens from the affected area. Buses are on the way to take those people from New Orleans to Houston. Pendant l'allocution présidentielle, une partie des bus mobilisés par la FEMA se dirige vers la ville. Mais il faudra encore 24 heures pour que tous arrivent à destination. Les zones de transit où on emmenait les sinistrés n'étaient pas encore déblayées. Aucun moyen de transport n'était disponible pour leur permettre de partir. Quand on conduisait quelqu'un à l'hôpital, on nous disait « à moins qu'il soit mourant, ne l'amenez pas ici ». Et à partir du 3e ou du 4e jour, c'est devenu « n'amenez personne ici, même mourant ». Tina et Nevada ont été mises à l'abri par leurs sauveurs. Elles apprennent que les rescapés se rassemblent dans le centre des congrès de la ville, le Convention Center. En approchant du Convention Center, j'ai pensé, nous serons bientôt en sécurité. Il y aura un bureau d'information, une unité de soins, mais il n'y avait rien de tout ça. Absolument rien. Elles vont connaître le pire exemple du chaos qui règne à la Nouvelle-Orléans. Et les autorités ne sont au courant de rien. Tina n'a aucune nouvelle de ses parents depuis 2 jours. Elle ne sait pas s'ils sont morts ou vivants. J'étais assise quand quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. Je me suis retournée. C'était Tina. Très sincèrement, ce que j'ai ressenti quand je l'ai vue est un des plus grands moments de bonheur de ma vie.
ma sœur est si fort que j'ai cru qu'elle allait m'étouffer. J'ai survécu à l'ouragan, tu vas quand même pas me tuer. On s'est embrassés. On n'avait jamais connu des retrouvailles familiales aussi bonnes. C'était réel, ça venait du fond du cœur. Le docteur Ben de Boisblanc accompagne en dehors de la ville un nouveau groupe de patients. C'était une belle nuit étoilée. Tout était très très calme. Le paradis était là-haut, l'enfer en bas, et nous étions entre les deux, perdus dans les limbes. Pour la première fois, j'ai réellement senti à quel point la ville était dévastée. Il n'y avait plus de vie. On aurait dit Pompéi, une ville enterrée vivante. Tina découvre que certaines cabines téléphoniques du Convention Center fonctionnent. Elle réussit à contacter sa sœur à New York. On commence à avoir une meilleure idée de ce qui s'est passé. J'étais en train de regarder un reportage sur le Superdome quand le téléphone a sonné. Et j'ai entendu la voix de Tina. Roxy? Je ne savais pas ce qui se passait. Oh mon Dieu! J'avais l'impression qu'ils étaient livrés à eux-mêmes. Et au bout d'un certain temps de conversation, j'ai pensé, c'est insensé. Qu'est-ce que je pourrais faire pour les tirer de là? Oh Seigneur, merci mon Dieu. C'était merveilleux d'entendre la voix de ma sœur. C'était le paradis. J'ai senti qu'on serait bientôt en sécurité et qu'on se sortirait de tout ça. Pardon, excusez-moi. Un représentant de la FEMA à la Nouvelle-Orléans envoie un email désespéré à Michael Brown. Monsieur, vous savez que la situation est des plus critiques. Des milliers de personnes sont sans abri et n'ont ni eau ni nourriture. Nous pensons que beaucoup d'entre eux mourront dans quelques heures. Brown répond: Merci de me mettre au courant. Y a-t-il quelque chose de particulier que je devrais faire ou modifier ? Nous savions que la situation avait dépassé l'état critique. Nous savions qu'elle était désespérée. L'email que j'ai reçu était un appel au secours que me lançaient tous ces gens. Michael Chertoff a chargé officiellement Michael Brown de coordonner l'aide provenant de l'ensemble des organismes gouvernementaux. Il s'agit vraiment d'un effort collectif. Ben de Boisblanc atterrit non loin d'une autoroute aux abords de la ville, où il est aux premières loges pour observer l'efficacité de la coordination. Où est la personne qui coordonne les secours? J'ai vu une douzaine d'ambulances. Et j'ai trouvé ça bizarre. Alors j'ai demandé à un type, qu'est-ce que vous faites ici? Il a répondu, on attend les patients. Qu'est-ce que vous faites? Je lui ai demandé, depuis combien de temps êtes-vous ici? Il m'a dit 3 jours. Toutes ces équipes étaient là à attendre des patients qui n'arrivaient pas. The American people, who have always been the most generous in responding to disasters in other parts of the world, have now themselves suffered a grievous blow. Donde le expreso las condolencias del pueblo y gobierno de México. Un minuto de silencio. Les événements de la Nouvelle-Orléans focalisent l'attention du monde entier. Cuba fait partie des nombreux pays qui offrent leur assistance. Et les équipes de télévision sont désormais au courant du chaos qui règne au Convention Center. Je dois dire que je pensais avoir tout vu, mais je n'ai jamais rien vu de tel de toute ma vie. On les a tout simplement abandonnés. Regardez ma mère, elle a besoin de médicaments pour le cœur, elle doit être hospitalisée immédiatement. Ma mère souffre d'une insuffisance cardiaque. C'est tellement sale là-dedans, il faut que je la sorte de là. Cette femme qui est assise dans la chaleur et le chaos ambiant a plus de 100 ans.
Il y a des personnes ici qui semblent plus mortes que vivantes, y compris des enfants. Regardez comme il a chaud. Il a du mal à se réveiller. Certains d'entre eux sont déjà morts pendant qu'ils attendaient les secours, ne laissant à leurs proches que des messages. Les choses ne font qu'empirer ici. Les gardes nationaux et la police ne s'arrêtent même pas pour parler aux gens. Et quand enfin un policier fait son apparition, ce n'est que pour klaxonner et se frayer un passage. Vous pouvez faire quelque chose pour aider ces gens? Les équipes vont venir les aider. Qui? Le docteur Greg Henderson, informé de la situation au Convention Center, décide de s'y rendre. Mais la police est inquiète. On était préoccupés par les conditions de sécurité au Convention Center et dans la ville en général. Alors des volontaires ont été demandés. Sans l'ombre d'une hésitation, Mark Mornay s'est présenté. Je me suis porté volontaire pour y aller. Il s'agissait juste de le conduire là-bas et de s'assurer qu'il ne lui arriverait rien. Je ne l'ai pas pris pour un fou. Je me disais juste qu'il avait une réelle compassion pour les gens. En tournant au coin de la rue, j'ai eu le sentiment que j'étais arrivé dans un pays du tiers-monde. Tous les critères étaient réunis. Je me trouvais désormais dans le tiers-monde. Mon cœur s'est serré. Je ne savais absolument pas quoi faire. Ils se tournaient tous vers moi et m'interpellaient. « Docteur, docteur !» Ils criaient, « Il y a un docteur !» Ils s'agrippaient à moi et me disaient, « Ma grand-mère est par ici, ma mère est par là, pouvez-vous m'aider ?» Les conditions de vie dans le refuge officiel de la ville sont désormais un peu meilleures que celles dans le Convention Center. À un moment donné, dans le Superdome, j'ai demandé « Pourquoi m'avez-vous sorti de cette eau? Pourquoi ne m'avez-vous pas laissé me noyer? Maintenant, je suis là, assise dans cet enfer. » Quand l'eau a été coupée, la chasse d'eau des toilettes n'a plus fonctionné. Mais les gens ont continué à utiliser ces toilettes. Les gens allaient aux toilettes partout où ils pouvaient pour faire ce qu'ils avaient à faire. Les toilettes étaient dans un état que vous n'oseriez même pas imaginer. À plusieurs reprises, j'ai dû uriner depuis la porte, mais au moins, je le faisais à l'intérieur des toilettes. Mon petit garçon de 4 ans me disait « Maman, je veux aller aux toilettes. » Et je pensais en moi-même « Oh non, c'est pas vrai. » Ma femme a fabriqué des toilettes improvisées pour lui. Il n'était pas question de l'emmener à l'intérieur. Il fallait le porter pour qu'il ne touche pas le sol. On ne pouvait pas le faire entrer là-dedans. C'était plein d'excréments. Il y avait de tout et partout. Du vomi, de tout. Et personne ne nettoyait, alors ça sentait mauvais. Ça marinait, ça moisissait, ça fermentait. C'était... Je pense n'avoir jamais vu une évacuation aussi bien organisée que celle d'aujourd'hui. Les bus seront là demain matin. Les bus seront là demain matin. Des bus sont partis chercher ces personnes pour les conduire à Houston. L'ordre est tombé aux oubliettes. C'était à chaque heure, à chaque seconde qui passait, les choses empiraient. C'était comme si on nous avait oubliés. La violence qui règne dans la ville retarde les opérations d'aide déjà mal enclenchées. Hier soir, il y a eu des coups de feu, des gens se disputaient une arme. Le coup est parti et l'un de nos soldats a été touché à la jambe. Il semble qu'il y ait un sniper perché sur le toit de l'un des bâtiments au-dessus de nous, qui tire sur des patients et des médecins qui tentent d'évacuer les lieux. C'est incroyable! D'autres récits circulent. Des bébés tués, des viols d'enfants, des actes de violence commis au hasard. Certaines histoires sont inventées ou exagérées, mais l'effet de ces rumeurs est bien réel.
Ce matin, nous avons dû rappeler provisoirement certaines équipes de secouristes, après le coup de feu dont vous avez tous entendu parler. À la périphérie de la Nouvelle-Orléans, les chauffeurs de bus requis pour accélérer l'évacuation sont trop effrayés pour entrer dans la ville. Au Superdome, un membre du détachement de la Garde nationale filme la réaction des troupes devant la violence qui secoue la Nouvelle-Orléans. Ces hommes qui s'éloignent sont armés. Les portes, des blousons d'aviateurs et des gilets pare-balles. Comme nos hommes n'étaient pas en sécurité, nous leur avons demandé de quitter la foule. Nous ne faisons plus d'assistance médicale auprès des civils. Nous procédons à leur évacuation, mais nous ne les soignons pas et nous ne les hébergeons pas ici, parce qu'ils sont une menace pour nous. Il faut à la fois régler les troubles de l'ordre public et répondre aux besoins criants de la population, des problèmes étroitement liés. Sortez du véhicule, s'il vous plaît. La police a arrêté cette famille désespérée qui a volé une voiture pour quitter la ville. La clé était dessus, on a démarré. Je sais que c'est pas bien, mais... Je détestais être obligé de lancer des bouteilles d'eau des camions de cette façon et de voir les gens essayer de tendre les bras pour les attraper. Je détestais ça. Et tandis qu'on avançait, on voyait les gens courir pour les ramasser. C'était un peu comme si on avait déposé de la nourriture pour chiens dans un chenil et que tous les chiens se précipitaient sur une seule écuelle. Un jour, ils nous ont balancé des bouteilles d'eau. J'ai travaillé toute ma vie. Et j'aime mon pays. J'ai payé mes impôts. J'ai toujours respecté la loi. Mais croyez-moi, à ce moment-là, j'étais dans une telle colère. Je me sentais tellement blessée. J'étais tellement furieuse. Je crois que si j'avais eu 20 ans de moins, j'aurais fait quelque chose par n'importe quel moyen. Ça m'a vraiment bouleversé. Mais j'étais celui qui devait le faire, qui devait donner la nourriture à la foule. Je me suis pris tout ça en pleine face, d'un seul coup. Je crois que ça faisait 10 ans que je n'avais pas pleuré comme ça. Greg Henderson et l'agent de police Mark Mornay continuent d'essayer d'aider au Convention Center. Le commissaire m'avait désigné pour le protéger, mais parfois il s'éloignait et je le perdais de vue. Souvent il était dehors en train de soigner quelqu'un. Moi j'étais sollicité par des gens pour toutes sortes de choses. Et quand je levais la tête, je ne le voyais plus. Une crise d'asthme, ça peut tuer un enfant. Regarde-moi. C'est bien. Respire avec moi. Allez, vas-y, mon garçon. Je voulais lui faire peur. Je voulais qu'il se concentre sur moi. Je lui dis, regarde-moi et respire comme je le fais. Maintenant, respire avec moi, comme ça. Il a recommencé à respirer normalement. Mais certains n'ont pas eu cette chance. Il y a des gens que je n'ai pas pu aider. Alors que Greg Henderson travaille à l'intérieur du Convention Center, le secrétaire à la sécurité intérieure Michael Chertoff explique aux journalistes qu'il n'a pas été informé que des personnes attendaient là-bas sans avoir à boire ni à manger. Les bus fédéraux sont maintenant arrivés au Superdome, mais les milliers de survivants de l'ouragan coincés au Convention Center doivent encore attendre et espérer dans une chaleur accablante. Le souvenir qui me hante le plus, c'est celui d'un homme atteint de paralysie motrice centrale, au point d'être contraint à la chaise roulante.
Il ne pouvait pas parler. Cet homme, qui pouvait à peine contrôler ses membres, s'est penché en avant et m'a serré dans ses bras. Et c'est tout, ça m'a fait un choc. Je me suis dit, pourquoi ce type me serre-t-il dans ses bras, ce type qui est venu au monde tellement plus démuni que moi. Tout ce qu'il possède se réduit maintenant à un gros sac. La société l'a laissé dans la rue, entassé avec les autres. Et il me serre dans ses bras. Je n'arrive toujours pas à trouver un sens à tout ça, je n'y arrive pas. À l'image des habitants de sa ville, Ray Nagin est sur le point de craquer. Je n'arrête pas d'entendre dire que ça va arriver, que telle ou telle chose va arriver. Voilà ce que j'ai envie de répondre aujourd'hui. Tout ça, c'est des conneries. Dites-moi où ça coince. C'était la première fois qu'on l'entendait s'exprimer à la radio. Et j'étais là, debout, à côté de lui, pendant qu'il était au téléphone. C'est trop tard, bon sang. Alors bougez-vous le cul et agissons. Il faut régler son compte à cette foutue crise, la plus grave de toute l'histoire de ce pays. Il a commencé à pleurer. Je dois vous laisser. D'accord, on reste en contact. Ensuite, il a raccroché et on est tous restés là, sans rien dire. J'étais inquiète pour ma grand-mère. Ça faisait une semaine qu'elle n'avait pas pu prendre ses médicaments contre le diabète. Et je ne savais pas pendant combien de temps on pouvait interrompre le traitement. Roxy, la sœur de Tina, a pris l'avion pour retrouver leur frère Randall en Louisiane. Roxy? Roxy? Tu crois qu'ils nous laisseront passer? J'en sais rien, espérons. Salut, papa. Ouais, on n'est plus très loin, mais je ne crois pas qu'on sera à la Nouvelle-Orléans ce soir. Il a compris, mais il était très contrarié. Il s'inquiétait beaucoup pour ma mère, ma sœur et mon frère, et surtout pour ma grand-mère. Elle n'avait pas eu d'insuline depuis dimanche. Oui, je te promets qu'on sera là à la première heure. Sois très prudent. Il m'a dit, il faut que tu viennes me chercher. Alors j'ai compris qu'il fallait qu'on se lève très tôt ce vendredi matin et qu'on aille les récupérer. Les gens souffrent, mais les bandes armées qui rôdent autour d'eux empêchent ceux qui veulent les aider de les atteindre. Selon le gouverneur, 300 soldats de la garde nationale de l'Arkansas sont arrivés à la Nouvelle-Orléans. Ils reviennent tout juste d'Irak et sont armés de M16. Ils savent tirer pour tuer et sont prêts à le faire. Les sinistrés se plaignent ici de n'avoir reçu aucun moyen de subsistance. Ils n'ont ni eau ni nourriture. La situation devient de plus en plus critique en Louisiane. Je savais que c'était impossible parce que je n'entendais que ça aux informations. On ne pouvait ni entrer ni sortir de la ville. On disait même que ceux qui essayaient d'y entrer étaient arrêtés par la police. On n'a plus rien et personne ne nous aide. C'est l'enfer, c'est un enfer. Je me suis dit que j'allais mourir en essayant de faire sortir mes parents. Tu as vu ça, Randall? C'est terrible! Mon Dieu! On ne pouvait pas entrer en voiture dans la ville. Tout était recouvert d'eau. Randall McCovins découvre un autre moyen d'entrer dans la ville où pillards et bandes armées arpentent les rues. Il vient vers nous. Qu'est-ce que vous faites ici? Nous devons aller au Convention Center. Pourquoi? Ma grand-mère est malade, il lui faut de l'insuline. Elle ne peut pas quitter la ville. Il faut qu'on la sorte de là, sinon elle va mourir. Entendu, je vais vous escorter sur place. Merci, monsieur.
Le président Bush se rend à la Nouvelle-Orléans pour la première fois depuis les inondations. Il voit les digues endommagées, mais évite le centre-ville pour des raisons de sécurité. On était censé avoir une vraie réunion où on aurait exposé honnêtement la situation telle qu'elle était, mais ça n'a pas été possible à cause de toutes les caméras. Alors on s'est retrouvé à faire une séance de photos de plus. Le président met un point d'honneur à féliciter Michael Brown. Again, I want to thank you all for, and Brownie, you're doing a heck of a job. The FEMA director's working 24. Quand le président m'a tapé dans le dos en me disant que j'avais fait un sacré boulot, on s'est regardé et nos yeux se sont dit « il faut qu'on parle ». En l'espace d'une semaine, Brown sera rappelé à Washington et remplacé au poste de responsable des services de secours d'urgence. On y est. Tu restes dans la voiture. Je vais faire le plus vite possible. Roxy et Randall ne sont plus qu'à 3 rues du Convention Center. La ville leur semble méconnaissable. J'étais terrifiée. J'avais remonté les fenêtres et fermé les portières à clé. Il faisait très chaud. Tout ce que j'entendais, c'était des coups de feu. Toute la semaine, je n'avais entendu parler que d'événements terribles, de coups de feu, de viols. On racontait toutes sortes d'histoires. J'étais très angoissé. J'avais les jambes qui tremblaient. J'ai commencé à regarder partout, encore et encore, et c'est mon père que j'ai vu en premier. Randall, tu y es arrivé, mon garçon. C'est comme si vous étiez un condamné à mort et qu'on vous annonçait que vous étiez gracié. Imaginez ce que ça vous ferait. C'est ce que j'ai ressenti. Je me suis dit, je vais sortir d'ici. Je n'arrivais pas à croire qu'on quittait cet endroit, qu'on allait vraiment partir. Je ne savais pas où on allait, je savais juste qu'on était ensemble, c'est tout. Tina! On va enfin pouvoir partir d'ici. On y est. Vous savez, je me sentais presque coupable d'avoir été sauvée. Je ne trouvais pas ça juste, mais il fallait que je parte, il fallait partir. Alors on est parti en voiture et c'était le paradis. Merci, Le ciel s'était dégagé et les rayons du soleil semblaient briller sur notre famille. Il faut se dépêcher. On est entré et on a sorti tout le monde de là. C'était merveilleux. Je me disais, on a réussi. Voilà ce que je ressentais. Je me disais, on a réussi. C'était de la joie pure. Pendant près d'une semaine, une ville américaine est restée coupée du monde. Mais un frère et sa sœur ont réussi à sauver leur famille du chaos. Après avoir abrité 25 000 personnes pendant 5 jours, le bâtiment du Superdome n'est plus qu'une épave immonde. Le vendredi matin, on est allé vider le Superdome, s'assurer qu'il ne restait plus personne à l'intérieur. Il y avait des ordures éparpillées partout sur le sol. Les gens avaient fait leurs besoins dans certains couloirs qu'on a traversés. Tout était sale, ça puait, tout avait été dégradé. À mesure qu'on s'enfonçait dans le Superdome, l'air devenait presque brumeux. Et il y avait un unique rayon de lumière. Un gros morceau de la toiture manquait. Et c'est par là que passait la lumière. J'étais content que les gens soient partis. J'étais content qu'il n'y ait plus personne là-dedans. Des milliers de gardes nationaux d'autres États entrent maintenant dans la ville. L'évacuation du Superdome est en cours et des équipes de secouristes ont enfin pu accéder au Charity Hospital. Nous sommes ici pour rétablir l'ordre et non pas pour vous aider. Nous sommes ici pour rétablir l'ordre.
C'était un moment très triste de sentir que notre ville avait déçu l'Amérique. Plus de 1800 personnes sont mortes à la suite du passage de l'ouragan Katrina. Un an plus tard, une grande partie de la Nouvelle-Orléans demeure inhabitable et 350 000 de ses résidents sont toujours éparpillés à travers le territoire. Une série d'enquêtes officielles a révélé des défaillances dans la conception et l'entretien des digues, ainsi qu'une mauvaise anticipation de la catastrophe et une gestion des secours inefficace. Il est clair que les dirigeants ont été absents. Et ça vaut pour tous, la Maison-Blanche, le Congrès, moi-même, Chertoff et le département de la Sécurité intérieure, ainsi que tout le reste du gouvernement. Nous avons échoué de tant de façons différentes qu'il est difficile de les énumérer. Demetrius et Regina Prout commencent une nouvelle vie à Homestead, au Texas, où Demetrius a trouvé un emploi de gérant de restaurant. Darcy Stokes vit aujourd'hui à Houston, où elle travaille pour une organisation humanitaire qui vient en aide aux victimes d'ouragans. Andrew Charles termine ses études à Bâton Rouge et fait toujours partie de la garde nationale. Tina McCovins vit elle aussi à Bâton Rouge avec ses 2 fils. Elle y est institutrice en maternelle. Je prie pour que les gens qui ont vécu Katrina, les victimes, n'oublient pas. Je prie pour que le gouvernement n'oublie pas. Je prie pour que ce souvenir reste vivant dans nos esprits et pour que personne n'ait jamais à revivre un événement pareil. Le docteur Greg Henderson vit toujours à la Nouvelle-Orléans. Le rapport de la Chambre des représentants a fait son éloge pour le travail qu'il a accompli au Convention Center. Je crois que la plupart des gens qui ont passé un minimum de temps dans cette ville éprouvent de l'amour pour elle. Comme celui qu'un homme peut éprouver pour une femme. Il s'agit bien d'amour. Et c'est un amour très profond et durable. Le genre d'amour qui ne disparaît pas dans les périodes difficiles. Je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Hunter Reeves a survécu. J'ai le plaisir de vous présenter pour la première fois Monsieur et Madame Hunter Reeves. Est-ce que le docteur Ben est là? Il était au Charity Hospital. Vous savez, c'est en grande partie grâce à lui si je suis ici aujourd'hui. Il ne faut pas voir Katrina comme une simple histoire d'arbres déracinés par le vent, ni comme une histoire de rues inondées. C'est une histoire de personnes, l'histoire de leur vie, l'histoire de personnes qui ont su trouver le courage de tendre la main vers d'autres êtres humains et de les toucher de 1000 façons remarquables.